pour votre très amicale présentation et introduction, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Jean-Michel, puisqu'effectivement, nous sommes des Liégeois et des amis de ce point. Bon, mais effectivement, je pense que j'ai choisi un titre non seulement provoquant, parce qu'on me demandait de choisir un titre provoquant pour attirer les auditeurs, mais parce que je suis sûr de mon fait, c'est qu'effectivement, vous ne connaissez probablement rien sur les propriétés du thymus. Et donc, je vais essayer, avec mon collaborateur Henri Martens, d'éclairer, de vous apprendre les pouvoirs, les propriétés fascinantes de cet organe sur lequel nous travaillons depuis plus de 33 ans. L'exposé que nous allons faire devant vous comprendra une petite introduction, et puis ce sera le sujet de ma conférence, donc le thymus d'un vestige essentiel de l'évolution à un organe essentiel pour la survie de l'individu et de l'espèce. Et puis mon collaborateur, le docteur Henri Martens, vous présentera le travail qu'il a directement supervisé au cours des 15 dernières années sur l'implication du thymus dans le vieillissement du système immunitaire, dans l'immunosénescence. Le thymus, qu'est-ce que c'est? Le thymus, c'est cet organe, et il faut l'appeler organe, bien que longtemps on ait considéré que c'était une glande. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas une glande. Le thymus, contrairement à ce qu'on a pensé, ne sécrète pas des hormones, mais c'est un véritable organe, au même titre que le cœur, le foie, la rate. Il est situé juste derrière votre sternum, en amont de l'air cardiaque et entre les deux poumons. Et comme Jean-Michel Fouattard vous l'a dit, on le connaît très bien sous sa forme culinaire, le riz de veau. Et je puis vous assurer que quand vous mangerez de nouveau du riz de veau, vous ne le regarderez pas avec les mêmes yeux. Je veux d'abord rendre hommage au père de l'immunologie. Il s'agit de l'allemand Paul Ehrlich, qui a créé, qui a écrit, qui a rédigé le premier traité d'immunologie. Il a obtenu le prix Nobel en 1908 avec le russe Metchnikov, tous les deux, pour leurs travaux sur l'immunité. Et ce qui est remarquable comme prédiction, c'est que dans son traité, Ehrlich aborde le problème de ce qu'il a appelé l'horreur de l'autotoxicité, horror autotoxicus. Que voulait-il dire par là? Il voulait dire que si le système immunitaire qui doit nous protéger contre presque un univers d'agents étrangers, il doit exister, selon lui, des mécanismes, des structures qui empêchent le système immunitaire d'attaquer l'individu qui héberge ce système immunitaire. Il appelait ça horror autotoxicus, et aujourd'hui, on parle encore de l'horror autotoxicus de Ehrlich. C'est en 1983 qu'a eu lieu ici à Bruxelles, sous l'égide de la Fondation cardiologique Princesse Liliane, un symposium extrêmement important qui était présidé par Roger Guillemin, prix Nobel pour ses travaux en neuroendocrinologie, avec deux immunologistes très importants, Melvin Kuhn et Theodor Melnichuk. Et c'est en lisant les actes de ce symposium, je n'y avais pas assisté personnellement, mais mon patron, qui était le professeur Paul Franchimont, m'a remis les actes sous la forme de ce livre, en disant « Regarde Vincent, ça c'est l'avenir ». Et c'est dans ce livre que j'ai découvert que deux auteurs anglais, Ott et Scott, en 1910, avaient décrit que des extraits de corps jaune ovariens et des extraits de thymus, lorsqu'ils étaient injectés à la brebis, avaient tous les deux la même propriété de faire éjecter le lait par les mamelles de la brebis. Cette action spécifique, nous y reviendrons, c'est un tout petit peptide, une petite hormone qu'on appelle l'ocytocine. Et donc, comme je travaillais déjà depuis un petit temps sur le corps jaune ovarien et la production d'ocytocine dans le corps jaune ovarien, je me suis dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le thymus. Mais on y reviendra. Ce qui est important également, pratiquement à la même époque, il y a un article qui sort dans la grande revue Science
qui dit « le système immunitaire appartient au corps ». Et s'il y a une remarque qu'on peut faire à l'encontre du domaine de l'immunologie, c'est trop souvent une approche trop réductionniste, où on a oublié quelque part les grands principes des contrôles physiologiques du système immunitaire. On étudie des lymphocytes dans des tubes à essai, dans des boîtes de pétri, dans ce que l'on veut, mais on a perdu un peu de vue le fait que ce système immunitaire dans un corps est contrôlé comme d'autres fonctions de ce corps. Il faut savoir que l'immunité, notre système de défense contre les agents pathogènes, comprend deux grandes composantes. Vous avez l'immunité naturelle, on l'appelle également l'immunité innée. Qu'est-ce que c'est? Vous vous piquez avec une aiguille de rose, une épine de rose, vous allez avoir une petite inflammation qui circonscrit l'endroit où la piqûre s'est faite. Vous avez une accumulation de cellules inflammatoires, essentiellement de ce qu'on appelle des globules blancs et des macrophages. Ça, c'est le système immunitaire inné, qui n'a aucune spécificité en soi. Et puis nous avons une autre immunité beaucoup plus importante, qui est celle qui fait en sorte que nous soyons à même de nous défendre contre une multitude d'agents pathogènes, c'est l'immunité adaptative ou acquise. Et dans cette immunité adaptative ou acquise, il y a deux grands bras. Il y a les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps. Ce ne seront pas les acteurs principaux de cette conférence. Les acteurs principaux, ce sont les lymphocytes T. T, ça veut dire thymodépendants, qui dépendent du thymus. C'est aussi à cette même époque, dans les années, fin des années 85, fin des années 80, qu'il y a un nouveau domaine d'expérience qui surgit dans la littérature, et ce sont ces interactions entre les trois grands et les trois principaux systèmes de communication entre les cellules. Le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrine. Et l'homéostasie, l'équilibre, l'homéostasie, c'est finalement la constance du milieu intérieur que décrivait Claude Bernard. Cette homéostasie dépend de l'équilibre entre ces trois grands systèmes de communication cellulaire. Et le thymus, c'est l'intuition que nous avons eue au départ dans ces années-là, c'est que s'il y avait un carrefour où ces trois systèmes devaient interagir, c'était bien le thymus. Et l'aspect de sa position centrale dans le corps correspondait bien aussi à cet aspect de grand centre, de carrefour, pour ces interactions entre les systèmes nerveux, endocrines et immunitaires. Nous allons maintenant approcher plus précisément les fonctions physiologiques du thymus. Je vais essayer d'être le moins ardu. Henri et moi, nous avons beaucoup travaillé à rendre cet exposé très accessible. Et c'est Albert Einstein lui-même qui disait « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. » Je ne m'appelle pas Albert Einstein, vous avez tous plus de 6 ans, mais j'espère quand même que j'arriverai à faire passer les concepts du thymus. D'abord, il a une histoire, ce thymus. C'est Galien qui en fait mention le premier, et Galien, c'est le deuxième père de la médecine occidentale. Il est venu bien après Hippocrate. Galien, c'est 129 à 230 après Jésus-Christ. Hippocrate, c'est moins 500 avant Jésus-Christ. Donc il vient près de 6 ans, 600 ans après. Il est né à Pergame, c'est la Grèce ionienne à l'époque, et aujourd'hui c'est la Turquie actuelle. Et il va décrire, il va mentionner dans ses livres, pour la première fois, le nom de thymus. Et il donne ce nom de thymus, tout simplement, il n'y a pas d'autre étymologie, parce que le thymus a une ressemblance morphologique avec la feuille de la sarriette. Or, le nom latin de la sarriette, c'est thymus cunula. Et pour Galien, le thymus qui est situé juste derrière le sternum est une simple protection pour protéger les gros vaisseaux qui sortent du cœur. Donc c'est une espèce de,
on dirait aujourd'hui les bacs là, dans les voitures, quoi, pour protéger des coups la vasculature principale du corps. Il faut attendre le XXe siècle pour que ce soit un Suédois qui commence à vraiment s'intéresser au thymus et à cet organe seulement. Et Jan August Hamar va décrire, et Henri aura l'occasion d'y revenir, va décrire des modifications de la taille du thymus en corrélation avec différentes maladies. Il va notamment montrer que si on pratique une castration chez un animal mâle, on observe une hypertrophie du thymus, une augmentation de volume. Il va montrer également que dans l'acromégalie, qui est une tumeur de l'hypophyse qui sécrète trop d'hormones de croissance, le thymus augmente aussi. Et il va décrire des augmentations de volume de thymus avec toute une série de maladies dont on sait aujourd'hui que ce sont des maladies auto-immunes. Et puis, il faut attendre 59 et 61 pour qu'un Australien du nom de Jacques Miller publie 2 travaux extrêmement importants et fondamentaux, fondateurs, je dirais bien, et qui va montrer que nous avons tous un organe qui, lorsqu'il est enlevé chez la souris après sa naissance, va causer une immunodéficience importante. Le système immunitaire va devenir déficient. Et c'est à ce moment-là que le thymus va arrêter de se propager entre système endocrine, système nerveux, et va devenir vraiment un organe du système immunitaire. Excusez-moi, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Et malgré ces découvertes importantes de Jacques Miller, regardez ce qui se passe. Nous avons 2 géants de l'immunologie. Ça, c'est Peter Medawar, et ça, c'est Frank McFarlane-Burney. Medawar est un Anglais qui a beaucoup étudié les phénomènes de rejet, de greffe de peau chez les brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale. Frank McFarlane-Burney, c'est surtout un théoricien. Et c'est un théoricien qui va révolutionner l'immunologie dans les années 50 en disant que le système immunitaire, c'est d'abord la science du soi et du non-soi. Que veut-il dire par là? Il veut dire que le système immunitaire, c'est d'abord quelque chose qui nous défend contre le non-soi, c'est-à-dire tout ce qui nous est extérieur, tandis qu'il est dans l'impossibilité d'agresser le soi. Et pour Burney, c'est ça, l'immunité. Pour comprendre l'immunité, il faut comprendre cette science du soi et du non-soi. Mais regardez ce que notre ami Medawar déclare. Nous devons considérer la présence de lymphocytes dans le thymus comme un accident de l'évolution sans grande importance. 1964, 4 ans après les travaux pionniers de Jacques Miller. Mais le plus malin des deux, c'est celui-ci. Si, comme je le pense, le thymus est le site où se déroule la prolifération et la différenciation de lymphocytes dotés de fonctions immunologiques précises, nous devons aussi lui attribuer une autre fonction, l'élimination ou l'inhibition de lymphocytes qui sont réactifs vis-à-vis du soi. Et il va donner un nom à ces lymphocytes, il va dire que ce sont des lymphocytes interdits. Et il va avoir aussi cette prophétie que l'auto-immunité dépend très vraisemblablement de ces lymphocytes interdits. Et ça, il le dit à l'Université de Londres dans une conférence en 1962, 2 ans avant Medawar, qui considère que c'est toujours un accident de l'évolution. Je vais vous montrer quand même une petite diapositive qui est un peu compliquée, mais je vais essayer de la résumer le plus simplement possible. Pour que notre système immunitaire puisse nous défendre contre une multitude d'agents pathogènes, il doit avoir des récepteurs, on appelle ça des récepteurs à l'antigène, qui sont capables de reconnaître toute cette multitude d'agents pathogènes. Et longtemps, la communauté scientifique s'est demandé, mais comment cette diversité du système immunitaire était générée? On pensait bien que ça ne pouvait pas être des gènes séparés, puisque sinon ça voulait dire que le génome allait être presque infini.
Et il faut attendre les travaux de Susumu Tonegawa, qui travaille à l'Institut d'immunologie à Bâle, et qui va démontrer que deux petits enzymes, qu'on appelle les recombinase activating genes, ces deux enzymes ont la propriété spécifique de recombiner dans un segment du génome bien précis, de recombiner des segments de gènes qui vont alors coder pour les parties variables des récepteurs à l'antigène. Le nombre des combinaisons qui vont être produites par ces deux enzymes, pour les lymphocytes T, c'est 10 exposant 12, et comme les mêmes enzymes agissent sur la recombinaison des antigènes des lymphocytes B, ils font également 10 exposant 12 recombinaisons. Donc dans l'ensemble, ça fait 10 exposant 24 recombinaisons possibles au sein d'un petit segment du génome. Donc bien retenir cela. Mais évidemment, cette recombinaison qui est totalement aléatoire, elle est totalement au hasard, il n'y a pas de contrôle. Cette recombinaison, parmi les 10 exposant 24 possibilités, vous vous doutez que ça va engendrer des recombinaisons qui sont spécifiques du soi. Ces fameux clones interdits de Burney sont évidemment provoqués par cette grande loterie complètement livrée au hasard. Donc cette loterie va générer un nombre important de combinaisons dirigées vers le soi. Ceci est un risque majeur d'autotoxicité, comme le disait Paul Ehrlich, d'auto-immunité, comme on le dit aujourd'hui. Je veux rendre hommage aussi à ce grand scientifique qui malheureusement a disparu tragiquement en 2001. On pense qu'il s'est suicidé en se noyant dans le Mississippi. Monsieur Wiley démontre au monde entier, en 1986, donc on est toujours dans la même zone, que les fameuses molécules dites complexes majeures d'histocompatibilité, qui ont valu notamment le prix Nobel à Jean Dosset, ces fameuses molécules ne sont pas simplement des marqueurs d'identité, mais elles ont une fonction de présentation. Elles vont présenter l'antigène au lymphocyte T. Le lymphocyte B n'a pas besoin de cette présentation. Il rencontre un antigène soluble ou complet, il va réagir contre cet antigène. Le lymphocyte T, lui, il faut qu'on lui présente l'antigène. Et c'est ici les travaux cristallographiques merveilleux de Don Wiley. Voici une molécule d'histocompatibilité. Vous avez ici le présentoir qui est vide, et vous avez le présentoir avec l'antigène. Ces clichés ont fait la couverture de nature, et à partir de ce moment-là, la communauté scientifique unanimement a dit qu'effectivement, le complexe majeur d'histocompatibilité sert à présenter des séquences antigéniques aux lymphocytes T et uniquement aux lymphocytes T. Voilà maintenant, observons le thymus un peu au microscope. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir d'abord ceci, c'est des couches fibreuses qui délimitent des lobules au sein du thymus. Et puis vous allez voir deux zones, une zone très dense et une zone plus clairsemée. C'est ce qu'on appelle la médula et c'est ce qu'on appelle le cortex. Dans le cortex, vous avez énormément de petits lymphocytes qui se divisent activement, qui donnent cet aspect très dense du cortex, alors que dans la médula, vous avez déjà beaucoup moins de lymphocytes et vous avez aussi des petites corpuscules qu'on appelle les corpuscules de Hassall. Tout ça vient de l'endoderme pendant la période embryonnaire. Si vous regardez en microscopie à balayage, vous allez voir ce genre de photos et on ne pourrait pas mieux représenter le thymus que comme une éponge. Une éponge dont les mailles sont constituées par l'épithélium, qui est la composante majeure du thymus, et au sein de ces mailles, vous avez tous les petits lymphocytes qui viennent se développer au contact des cellules épithéliales du thymus. Le thymus, on a beaucoup appris aussi par des modèles génétiques. Vous avez une souris ici, qu'on appelle la souris SCID, elle a un thymus, mais elle n'a pas de lymphocytes. Elle est profondément déprimée, immunodéprimée. Vous avez la souris nude, on l'appelle nude parce qu'elle n'a pas de pilosité, elle n'a pas de thymus. Si on prend le thymus de la souris
SCID et qu'on le transplante chez la souris nude, ou inversement qu'on prend les cellules lymphocytaires de la souris nude et qu'on les transplante chez la souris SCID, vous allez avoir après la greffe réapparition de lymphocytes T qui étaient complètement absents tant chez la SCID que chez la nude. Donc le rôle du thymus est essentiel, ce que avait dit Jacques Miller, est essentiel pour le développement des lymphocytes T. Mais c'est à la fin, au début, oui, fin des années 80, début, 87-88, 3 équipes indépendantes vont démontrer la prophétie de Burnet et vont dire qu'effectivement, le thymus est l'endroit qui assure la tolérance immunitaire centrale. C'est là que va se faire l'élimination, la mort des lymphocytes T qui sont dirigés vers le soi pendant leur recombinaison aléatoire dans le thymus. Et ceci est montré de la manière la plus élégante par l'équipe de von Böhmer, toujours à l'Institut d'immunologie de Bâle. Von Böhmer va fabriquer des souris transgéniques. Et ces souris transgéniques, tous leurs lymphocytes T expriment un récepteur, et un seul récepteur, au lieu d'avoir ces millions de récepteurs dont je vous ai parlé, elle n'exprime que pratiquement un seul récepteur. Ce récepteur est spécifique de l'antigène HY. HY, c'est l'antigène du mâle. Si on prend un thymus de souris femelle ou un thymus normal, on voit très peu d'apoptose, de mort cellulaire dans ces thymus-là. Par contre, si vous prenez un thymus de souris mâle, vous avez énormément d'apoptose, et il n'y a pratiquement rien qui va sortir du thymus. Et donc, ces 3 équipes démontrent de manière évidente que le thymus est d'abord un cimetière. Cimetière où vont être détruits, tués, les lymphocytes qui peuvent réagir contre le soi. Aujourd'hui, je vais vous dire en 2-3 mots cette différenciation des cellules T dans le thymus. Il faut savoir que les progéniteurs pendant la vie fœtale, proviennent du foie, et puis pendant la vie adulte, ils viennent de la moelle osseuse. Ils pénètrent dans le thymus par cette jonction entre le cortex et la médullaire. Ils vont migrer de suite en dessous du cortex, dans la zone sous-capsulaire, et là, ils vont se diviser intensément. Et puis, ils vont migrer d'abord à travers le cortex, puis à travers la médulla. Ils vont entrer en contact avec toutes ces cellules de la maille du thymus, et au bout du compte, sur 100 cellules qui sont entrées, il y en a 2 à 5 seulement qui vont sortir du thymus. Mais ces cellules qui vont sortir du thymus, elles seront ce qu'on appelle tolérantes au soi. Elles seront incapables de réagir contre le soi. Et on sait en plus que le thymus, et surtout après la naissance, va produire des cellules, des cellules T dites régulatrices, qui sont capables d'aller inactiver en périphérie les lymphocytes T réactifs au soi qui auraient malheureusement échappé au filtre du thymus. Donc on a un double frein, mais qui dépend uniquement du thymus, pour lutter contre cette auto-immunité. Et comment tout cela se passe? Eh bien, ça se passe par un seul phénomène, c'est la présentation dans le thymus, par le complexe majeur d'histocompatibilité des cellules épithéliales, de tout un répertoire d'antigènes du soi. Et cette présentation d'antigènes du soi va conduire à la sélection négative des cellules T réactives au soi, surtout pendant la vie fœtale. Et elle va conduire à la génération de cellules T régulatrices tout aussi spécifiques du soi, mais c'est surtout après la naissance. Donc, un double frein contre l'auto-immunité. Nous, ce qui nous a intéressé, mais on n'a pas tout de suite appréhendé le problème de cette manière, mais qu'est-ce que c'est que ces antigènes, que sont ces antigènes du soi qui sont présentés dans le thymus? Et je reviens sur cette citation que je vous avais dit dans l'introduction, comme quoi le thymus et le corps jaune ovarien injecté chez la brebis déclenchent l'éjection de lait. Et je vous ai dit, ça c'est une action typique d'une petite hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine donc est produite dans le cerveau, dans une petite région qu'on appelle l'hypothalamus, puis le peptide va migrer le long des filets des cellules nerveuses pour être libéré
dans le lobe postérieur de l'hypophyse. Et l'ocytocine, qu'est-ce qu'elle va faire? Deux choses. Elle va participer à l'accouchement en provoquant la contraction des cellules musculaires de l'utérus, et d'autre part, elle va participer à la lactation en déclenchant la contraction des cellules, des canaux des glandes mammaires pour expulser le lait. Et en fait, c'est l'action la plus spécifique de l'ocytocine, parce que si on fait des souris chez lesquelles le gène de l'ocytocine a été inactivé, ces souris ne peuvent pas allaiter et les souriceaux meurent d'inanition. Un très beau réflexe qui existe, c'est quand un bébé pleure, eh bien, ou quand le bébé suce le mamelon, vous allez avoir une libération d'ocytocine qui va permettre le déclenchement de la lactation. Mais l'ocytocine, on le sait depuis les années 90, et aujourd'hui on en parle énormément, c'est aussi un neuropeptide. Ce n'est pas seulement une hormone sécrétée dans le sang, c'est un neuropeptide qui est présent dans différentes régions du cerveau. Et ce qu'elle va contrôler dans le cerveau, ce sont tous les circuits qui sont impliqués dans la naissance d'une relation amoureuse entre deux personnes, même la simple interaction sociale. L'ocytocine joue un rôle majeur, à tel point qu'une Suédoise que nous connaissons très bien dans le domaine de l'ocytocine lui a donné le nom de hormone de l'amour. Et c'est souvent comme ça que vous la verrez traitée sur Wikipédia, etc. On vous parlera de love hormone, de l'hormone de l'amour. Comment sont organisés les neuropeptides thymiques? Nous avons vu qu'il y avait effectivement de l'ocytocine dans le thymus humain, puis on s'est dit, est-ce que ça vaut seulement pour l'ocytocine ou bien est-ce que ça vaut pour d'autres familles d'hormones? Et ce que nous avons montré, c'est que pour toutes les grandes familles d'hormones, vous aviez un représentant majeur exprimé dans l'épithélium du thymus. Et nous nous sommes intéressés particulièrement à la famille de l'insuline, et on a vu que pour cette famille de l'insuline, les trois membres de la famille sont exprimés, mais c'est surtout le facteur de croissance apparenté à l'insuline de type 2 qui domine par rapport au facteur de croissance apparenté à l'insuline de type 1 et surtout par rapport à l'insuline elle-même qui est produite dans le pancréas. Je voudrais évoquer ici une métaphore, et parce que j'aime beaucoup la métaphore qui peut jouer un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle l'acte créatif. Et voici un acte créatif représenté par une métaphore. C'est un poisson qui quitte le monde de l'immunologie et des connaissances communes de l'immunologie. Il va sauter dans un autre aquarium. C'est le même monde, c'est les mêmes systèmes immunitaires, mais il va apporter une autre vision qui est une vision créative. Si on applique cette métaphore à l'ocytocine thymique, je vous ai dit que l'ocytocine joue un rôle extrêmement important dans l'allaitement. Donc, une femme sans ocytocine ne peut pas allaiter. Une souris sans ocytocine ne peut pas allaiter. Ce qui est remarquable, c'est que dans le thymus, vous avez des cellules qu'on appelle des cellules nourrices. Ce sont des grandes cellules épithéliales. Et comme nous l'avons montré, en fait, ces grandes cellules épithéliales sont positives pour l'ocytocine, alors que vous voyez tous les lymphocytes qui sont incorporés dans des replis de la membrane plasmique de ces cellules, les lymphocytes ne sont pas marqués par l'ocytocine. Donc, les cellules nourrices, quelque part, ont besoin d'ocytocine pour assurer, pour le développement de la lymphocyte T, comme la nourrice a besoin d'ocytocine pour allaiter son bébé. Et puis, on a été très surpris. Très surpris parce que voici en microscopie électronique la représentation d'une cellule épithéliale du thymus et elle a été marquée avec un anticorps anti-ocytocine. Et vous voyez que le marquage est excellent. Toute la cellule épithéliale est bien marquée alors que les lymphocytes T sont parfaitement négatifs. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? Eh bien, on ne voit pas ici ce que vous décernez sur cette autre microscopie, mais qui est une microscopie du lobe postérieur de l'hypophyse. Et ce que vous voyez là, c'est que l'ocytocine se trouve dans tous des petits granules de sécrétion.
Il n'y a pas de granules de sécrétion d'ocytocine dans les cellules épithéliales. Nos cultures primaires de cellules épithéliales ne sécrétaient jamais d'ocytocine. On n'a pas donc pu appliquer à la situation du thymus le concept de la neurosécrétion et de la communication neuroendocrine. C'est un Australien du nom de John Funder qui a introduit à ce moment-là la notion de communication cryptocrine, communication cachée. Pour Funder, il pouvait simplement y avoir une expression de l'ocytocine à la surface extérieure de la membrane, pas de sécrétion, et puis par contact, une interaction entre l'ocytocine et son récepteur. Et puis je me souviendrai toujours un soir d'une réunion avec Henri. Il y avait une chercheuse de l'INSERM dans notre laboratoire et on se creusait la tête. Moi-même, j'étais assez désespéré parce que je commençais à me dire on travaille peut-être sur un épiphénomène qui n'a aucune circonstance. Et puis on s'est dit, mais si l'ocytocine dans le thymus se comportait non pas comme un neuropeptide ou comme une neurohormone, mais comme un antigène du soi. Et on a alors changé de paradigme, on a montré que c'était bien le cas, qu'elle était présentée comme un antigène du soi, et qu'il ne fallait plus parler de neurohormone de cytocine dans le thymus, mais bien de l'ocytocine en tant qu'antigène du soi de la famille neurohypophysaire. Je vais passer ceci parce que je vois que je suis déjà assez éloigné. On a défini à ce moment-là la biochimie du soi neuroendocrine. Je vous ai dit, pendant longtemps on parlait des antigènes du soi, mais on ne savait pas trop bien ce que c'était que ces antigènes du soi. Eh bien, si on a une contribution à ce domaine, c'est d'avoir défini la biochimie du soi neuroendocrine. Il s'agit du membre dominant d'une famille d'hormones exprimées dans le thymus, dans l'épithélium du thymus. Il s'agit de séquences qui ont été hautement conservées tout au cours de l'évolution de cette famille d'hormones. L'expression dans le thymus précède celle dans les tissus périphériques, nous l'avons montré pour l'ocytocine. Elle est d'abord exprimée dans le thymus avant d'être exprimée dans le cerveau. Il y a une importance pour la conservation des espèces. L'ocytocine est beaucoup plus importante dans le thymus que la vasopressine et l'IGF-2 est beaucoup plus importante que l'insuline. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai dit que l'ocytocine était essentielle pour le processus de reproduction. D'abord, par son intervention dans l'accouchement, dans la lactation, mais dès les premiers stades de l'interaction et de l'initiation d'une relation amoureuse entre deux personnes. L'ocytocine joue un rôle essentiel dans la reproduction de l'espèce, et donc quelque part, il était logique qu'elle soit très défendue contre une agression éventuelle du système immunitaire. La vasopressine, par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Son rôle essentiel, c'est d'abord de retenir de l'eau. C'est l'hormone essentielle pour l'économie, l'homéostasie de l'eau dans l'organisme. Sans vasopressine, vous avez des individus qui vont boire et uriner 8 à 10 litres d'eau par jour. C'est ce qu'on appelle le diabète insipide. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y a des diabètes insipides qui sont d'origine parfaitement auto-immune. Mais ce n'est pas le cas, on n'a jamais décrit jusqu'à présent de phénomène auto-immun dirigé contre l'ocytocine. Et enfin, ce qui est vraiment important, c'est l'absence complète de sécrétion, contrairement aux neurohormones, aux neuropeptides, mais que c'est une présentation par le complexe majeur d'histocompatibilité. Je vais passer ça aussi parce que ce sera un peu long. Je voudrais vous montrer aussi la beauté de l'évolution. Si on regarde le bras de l'immunité innée, vous vous souvenez, cette immunité qui se déclenche lorsqu'on se touche, se pique avec une épine de rose. Le système neuroendocrine, c'est tout le système des hormones. Les deux systèmes, depuis la nuit des temps, ont toujours et coexistent toujours en parfaite harmonie. Et c'est normal parce que les récepteurs de l'immunité innée ne sont pas capables de réagir contre le soi intact ou non endommagé. Par contre, il y a 450 ou 500 millions d'années, apparaît chez les vertébrés à mâchoire, le requin et la raie, les deux enzymes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Recombinase Activating Genes 1, RAG1 et RAG2. Et on assimile souvent cela au Big Bang de l'immunologie. Mais comme je vous l'ai dit,
l'émergence de cette immunité adaptative est grevée d'un risque énorme d'autotoxicité, d'auto-immunité. Il y avait donc un risque incroyable de destruction des espèces avec l'émergence de l'immunité adaptative. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Le premier thymus unique est détecté chez le requin et chez la raie. Et ça, c'est vraisemblablement une des premières structures qui va défendre l'organisme contre l'auto-immunité, l'aurore autotoxicus. Et ce qui est remarquable, c'est que ce thymus n'est pas arrivé comme ça, comme un deus ex machina. Il a été précédé de petites formations, de petites formations qu'on appelle les thymoïdes et qui se trouvent dans l'appareil branchéal de la lamproie. Donc, et qui expriment le même gène, l'orthologue du même gène, FOXN4, qui est l'équivalent de FOXN1, le gène qui est muté chez la souris nude et qui fait qu'elle n'a pas de poils et qu'elle n'a pas de thymus. Mon ami Bruno Kiewski, qui est d'ailleurs venu à Liège présenter ses travaux, a montré que cela ne concernait pas que le système neuroendocrine, mais que pratiquement tous les tissus périphériques ont une représentation dans le thymus via des antigènes spécifiques de ces tissus. Et vous voyez que ça correspond à énormément de tissus. La question qui suivait après, c'est de se dire, mais l'origine de l'auto-immunité ne serait-elle pas une maladie alors du thymus? Une maladie de cette programmation de la tolérance centrale. Et nous avons étudié avec un étudiant, un doctorant d'Iran, nous avons étudié l'apparition au cours de l'ontogenèse de différents gènes de la famille de l'insuline, l'IGF2 dont je vous ai parlé, IGF1 et insuline 2. Et vous voyez que l'IGF2 est exprimé de manière extrêmement importante pendant toute la vie fœtale et puis disparaît pratiquement à la naissance. De même pour l'IGF1, j'attire votre attention, vous voyez les différences d'échelle, et vous voyez que l'IGF2 est beaucoup plus massivement exprimé que l'IGF1. Par contre, l'insuline 2 n'est pas détectée pendant la période fœtale. Elle apparaît juste après la naissance, à des taux très faibles aussi, convenez-en quand vous regardez les échelles. Mais cette apparition de l'insuline 2 correspond dans le temps avec l'apparition des premiers lymphocytes régulateurs dans le sang circulant. Nous avons alors examiné le thymus des rats bébés. Les rats bébés, ou biobreeding rats, c'est un modèle animal du diabète de type 1 humain. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune des enfants, des adolescents, qui résulte d'une attaque auto-immune spécifique contre les cellules bêta du pancréas. Et si vous regardez dans le thymus de 15 rats bébés, vous détectez l'insuline 2, par manière très importante, vous détectez l'IGF1 dans tous les thymis, et quand vous regardez les thymus des rats bébés, eh bien vous détectez l'IGF2 que dans 4 thymus sur les 15 examinés. Et 4 sur 15, c'est exactement l'incidence du diabète auto-immun chez le rat bébé. On a également regardé pour les antigènes de la thyroïde. Il y a un antigène qui est très important, qui est le récepteur à la TSH. C'est l'antigène qui est ciblé dans l'hyperthyroïdie de la maladie de Basedow. Et cet antigène TSH récepteur est également exprimé dans l'épithélium du thymus. Il y a donc un apprentissage à la reconnaissance et à la tolérance d'un antigène thyroïdien important dans le thymus dès la différenciation des lymphocytes T. Ce qui a porté vraisemblablement la démonstration qui a le plus acquis la conviction de la communauté scientifique, c'est un article de 2002 qui a été publié par l'équipe de Diane Mattis à la Joslin Clinics de Harvard, et c'est mon ami Anderson qui signait ce papier. Ils ont fait des souris knockout pour un gène qui venait d'être découvert par une équipe finno-allemande. Ils ont appelé ce gène était appelé R, Autoimmune Regulator Gene. Mais on ne savait pas à quoi servait ce gène. Et donc ils ont fait des knockouts de ce gène. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que dans le thymus des animaux KO, l'expression dans le thymus de ces animaux KO, l'expression des antigènes du foie était très diminuée. Et parmi les antigènes qu'ils ont étudiés,
ils ont vu l'ocytocine, ils ont vu l'IGF-2, ils ont vu le neuropeptide Y, ils ont vu l'insuline 2. Lorsque nous avons travaillé avec des souris dont le gène de l'IGF-2 est inactivé, nous avons montré que c'est ces souris IGF-2 knockout, la tolérance à l'insuline est nettement diminuée. Comme vous pouvez le voir, voici les taux d'insuline chez une souris normale, et voici le taux des anticorps anti-insuline obtenus après immunisation avec l'insuline de ces souris IGF-2 knockout. Donc, par l'homologie qui existe entre l'insuline et l'IGF-2, cette homologie parentale, l'IGF-2, qui est le membre dominant de la famille de l'insuline dans le thymus, contribue à programmer une tolérance croisée vis-à-vis de l'insuline. Et voici le modèle que nous avons proposé pour résumer ce dysfonctionnement du thymus à l'origine de l'auto-immunité spécifique des organes. En conditions physiologiques, nous avons une expression d'antigène du soi sous le contrôle non seulement de R, mais un autre gène a été découvert il y a 2 ans qui contrôle aussi la transcription d'antigènes du soi, qui ne sont pas les mêmes que ceux contrôlés par R. Ceci aboutit à l'élimination des cellules T réactives vis-à-vis des antigènes du soi, les fameuses cellules T interdites, et ceci va aboutir à la sélection de cellules T régulatrices spécifiques du soi, surtout après la naissance. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement du thymus, vous avez une absence ou une diminution de l'expression dans le thymus des antigènes du soi, vous allez avoir un enrichissement du répertoire T en clones T interdits réactifs au soi, et ça veut dire que tout le temps, en permanence, le thymus libère dans la circulation des clones T interdits qui sont capables d'agresser un ou l'autre tissu. Et vous avez une diminution de la génération de cellules T régulatrices spécifiques du soi. Ça, ce sont les conditions nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour déclencher une maladie auto-immune. Il y a des facteurs qui doivent intervenir. Ce sont des facteurs environnementaux qui vont permettre d'établir un pont entre les cellules réactives au soi et les auto-antigènes cibles. Et parmi ces facteurs environnementaux, les plus incriminés, ce sont les virus. Ça peut être l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, les stéroïdes sexuels et même le stress. Nous avons alors proposé, et c'est, je dirais, actuellement un sujet très important de recherche au laboratoire, nous avons proposé alors une certaine innovation thérapeutique, mais qui en est parfaitement au stade de la preuve du concept. Si vous regardez la vaccination classique, vous avez présentation d'un antigène X exprimé par l'un ou l'autre agent pathogène, et cette présentation va engendrer une réponse dite positive, immunogène, avec activation de cellules T naïves qui n'avaient pas encore rencontré cet antigène, et l'induction de cellules T mémoire, qui seront ces fameuses cellules utilisées lors de la vaccination, qui seront mises en action lors de la vaccination. Si vous regardez une maladie auto-immune, comme le diabète de type 1, eh bien, c'est une réaction immunogène positive. Les antigènes, dans ce cas, c'est l'insuline, c'est l'antigène primaire du diabète de type 1, et c'est GAD65. C'est une isoforme de 65-KD de la glutamate acide décarboxylase. Ce que nous proposons, c'est une vaccination négative, tolérogène. Celle-ci se base sur les antigènes du soi exprimés dans le thymus. Et en ce qui concerne les antigènes du soi liés au diabète de type 1, ce n'est pas l'insuline, mais bien l'IGF-2. Ce n'est pas GAD65, mais c'est bien GAD67. Et nous espérons qu'en administrant, dans une manière qui reste encore à définir, ces antigènes du soi, on va pouvoir restaurer la tolérance vis-à-vis des cellules bêta, avec délétion des cellules T interdites et génération de cellules T régulatrices spécifiques du soi. Le rôle de l'environnement dans le diabète de type 1, je vais être très bref. Mais si on regarde l'incidence, soit de la sclérose en plaques, qui est une autre maladie auto-immune, soit du diabète de type 1, eh bien vous avez un gradient nord-sud tout à fait remarquable. L'incidence est extrêmement importante dans les pays scandinaves, alors qu'elle est de plus en plus basse,
et il est pratiquement nul génétique si on va dans l'Afrique noire. La concordance du diabète de type 1 chez les jumeaux homozygotes, elle est de 40% environ. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une composante génétique dans le diabète de type 1, mais de nouveau, ça veut dire que la composante génétique n'explique pas tout. Et on attire beaucoup l'attention sur un virus, qui est un entérovirus qui s'appelle le Coxsackie, et en particulier le Coxsackie B. Les études épidémiologiques dans les pays scandinaves fleurissent d'articles sur cette corrélation entre l'infection par un virus Coxsackie et l'apparition d'un diabète de type 1. Le virus avait été isolé dans le pancréas d'un enfant malheureusement décédé d'un coma acidocétosique, et il était capable d'induire un diabète après injection à des souris susceptibles. Fabienne Brilot, qui a effectué sa thèse de doctorat dans notre laboratoire et qui est maintenant professeur à l'université de Linné, a beaucoup travaillé sur le Coxsackie virus CVB4, le thymus et la pathogénie du diabète de type 1. Fabienne a montré que CVB4 pouvait infecter des cultures organotypiques de thymus fœtal, qu'il y avait une infection persistante des cellules épithéliales thymiques par le Coxsackie, que le CVB4 pouvait également infecter des cellules épithéliales de fœtus humains, et qu'on avait également une détection importante de l'ARN de Coxsackie dans le sang et dans les lymphoïdes, dans les tissus lymphoïdes chez des souris suisses qui avaient été inoculées oralement par voie naturelle, donc par le virus Coxsackie. La question, c'était est-ce que l'infection du thymus par CVB4 peut-elle interférer avec la programmation de la tolérance centrale à la famille de l'insuline? Et en particulier, peut-elle interférer avec l'expression du programmateur numéro 1, c'est-à-dire l'IGF-2? Et c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'université El Manar de Tunis. Et vous voyez très bien ici, dans une lignée de cellules épithéliales thymiques, que l'infection par CVB4 va diminuer l'expression, les nombres des transcrits de l'IGF-2, et va diminuer également l'expression de la protéine IGF-2. Conclusion générale de mon exposé, avant de céder la parole à Henri, ou je ne sais pas si vous voulez des questions après les deux exposés, ou c'est d'habitude après les deux. La présentation dans le thymus des antigènes du soin neuroendocrine a permis une coévolution intégrée et pacifique entre les grands systèmes de communication cellulaire, les systèmes nerveux, endocrines et immunitaires, lors de l'apparition, lors du Big Bang de l'immunité adaptative, il y a environ 500 millions d'années. Le thymus est le premier bouclier contre les maladies auto-immunes spécifiques d'organes comme le diabète de type 1. Un dysfonctionnement du thymus joue un rôle moteur dans le développement de l'auto-immunité, mais comme je vous l'ai dit, c'est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour l'apparition clinique. L'auto-immunité se développe dès la vie intra-utérine par la conjonction de l'action des gènes de susceptibilité et de l'activité thymique prédominante pendant la vie fœtale. Et enfin, la celle-vaccination négative est un tout nouveau modèle de vaccin proposé pour traiter et prévenir les maladies auto-immunes. Dernière métaphore, si vous voulez bien. Le thymus, c'est le premier rempart contre les maladies auto-immunes, contre l'autotoxicité. Des fissures dans ce rempart jouent un rôle essentiel dans l'apparition et le développement des maladies auto-immunes. La réparation de ces fissures permettra la prévention, voire la guérison des maladies auto-immunes. Et la celle-vaccination négative apparaît comme un moyen approprié et en tout cas rationnel de réparer ces fissures. Je tiens à remercier évidemment tous les membres de notre laboratoire, l'équipe de Yves Beguin et de Frédéric Baron, avec lequel nous collaborons beaucoup sur la fonction du thymus en pathologie humaine, et l'Université de Lille 2, en particulier le professeur Didier Aubert, et ce sont nos différents soutiens financiers reçus au cours de ces dernières années. Je tiens à exprimer ma reconnaissance. Je crois qu'il en va de la différenciation du développement dans lymphocyte T, comme il en va de notre propre développement. Nous sommes extrêmement dépendants de notre environnement. Et je tiens à remercier les éducateurs, mes éducateurs nourriciers de l'Université de Liège, en commençant par Paul Franchimont,
le professeur Pierre Lefebvre qui a compris très vite l'intérêt pour le diabète de type 1, Jean-Jacques Legros qui m'a introduit dans le monde des peptides neurohypophysaires, Georges Franck, maintenant décédé, c'est dans son service que j'ai eu mon premier thymus, qui avait été pris chez un patient souffrant d'une maladie auto-immune qu'on appelle la myasthénie. Gustave Monel, avec qui j'ai beaucoup discuté pendant la préparation de ma thèse d'agrégation, Jacques Boniver, qui a introduit les études sur le thymus à l'Université de Liège, et Jean-Michel Froidart, qui est ici présent, et avec lequel nous avons également beaucoup discuté. Je rappelle ce petit livre paru aux presses universitaires de Liège, je fais un peu d'autopromotion, et j'espère que vous aurez compris, c'est mon espoir secret, que vous aurez un peu mieux compris les concepts de la tolérance au soi et de l'auto-immunité. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à mon collaborateur, et vous allez voir le vieillissement du système immunitaire et la corrélation avec l'involution du thymus pendant la vieillesse est tout à fait fascinante. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur de passer après le professeur Guénen pour vous présenter un aspect différent du thymus, qui est son application dans le vieillissement du système immunitaire, ce que l'on appelle, en termes plus savants, l'immunosénescence. Voilà. Donc ce petit dessin, pour provoquer un sourire, et pour vous prêter, et qui a été réalisé par Pierre Kroll à l'occasion du 60e anniversaire au début de ce mois du professeur Vincent Guénen, vous présente un aspect important sur lequel je vais revenir à propos du thymus. C'est que si à 20 ans vous avez un thymus fonctionnel et relativement important, à 60 ans, eh bien, ce malheureux thymus a perdu une grande partie de sa fonction et a nettement rétréci par rapport au thymus que vous pouvez observer dans un organisme de 20 ans. Reprenons un peu plus sérieusement comment peut-on voir l'évolution et l'involution du thymus. Le thymus, comme l'a dit le professeur Guénen, apparaît pendant la vie fœtale. On considère qu'il va se développer, grandir et accomplir de plus en plus de fonctions jusqu'à la puberté. Il y a quelques années, on considérait qu'à la puberté, ce thymus finalement ne servait plus à grand-chose. D'ailleurs, il était couramment ôté lors des opérations de cardiologie, car il gênait les gestes chirurgicaux. Maintenant, on considère qu'il contribue à maintenir l'homéostasie du système immunitaire en périphérie pendant la maturité. Néanmoins, à partir d'un certain âge, il va quand même commencer à diminuer, à involuer, et on va avoir apparition le phénomène d'inflammation et d'immunosénescence. Ceci se passe, en effet, à partir de 60 ans à peu près. Que se passe-t-il dans le thymus? Le professeur Guénen vous l'a décrit en détail, mais je voudrais reprendre ça du point de vue des cellules qui traversent le thymus. Donc les cellules prêtées sont développées au sein de la moelle osseuse, elles vont migrer dans le thymus, où elles vont exprimer une grande variété de récepteurs à l'antigène du soi, de récepteurs à l'antigène. Si elles expriment un récepteur à l'antigène exprimé par le soi, cette cellule va être éliminée. Toutes les autres cellules vont avoir la possibilité de proliférer et de se développer, de devenir matures. Elles vont alors migrer en périphérie et on aura des cellules T matures que l'on va décrire comme étant des cellules T qui portent un marqueur que l'on appelle CD3. Elles seront, au début de leur vie en tout cas, naïves, elles n'ont pas rencontré l'antigène, on les identifie par un marqueur qu'on appelle CD45RA, et on distingue classiquement deux grands types de cellules. Les cellules CD4 dites auxiliaires, dont la fonction est d'aider les lymphocytes B à produire des anticorps, et les lymphocytes T CD8, cytolytiques, dont la fonction est essentiellement de lutter contre les infections virales. Ces cellules T naïves en périphérie, certaines vont rencontrer des antigènes qui leur correspondent. Si le récepteur à l'antigène rencontre l'antigène qui lui correspond, la cellule T va alors se multiplier, se différencier en cellules T dites mémoire,
son récepteur CD45RA va disparaître et être remplacé par un récepteur que l'on appelle CD45RO. Ceci conduit donc à la génération d'une grande quantité de cellules mémoire qui sont beaucoup plus aptes à répondre rapidement à une nouvelle apparition de l'antigène. Et ces cellules mémoire, le but de la vaccination, c'est de générer ces cellules mémoire qui sont beaucoup plus efficaces quand elles rencontrent une deuxième fois, une seconde fois, une fois ultérieure, un antigène contre lequel le récepteur est dirigé. Que se passe-t-il quand l'organisme vieillit? Si je vous ai expliqué la différenciation des lymphocytes T, c'est afin de pouvoir mettre en évidence les différences qu'il y a entre ce qui se passe dans un organisme jeune et dans un organisme âgé. Dans un organisme jeune, vous avez de nombreuses cellules souches hématopoïétiques qui donnent de nombreuses cellules prêtées. Vous avez un thymus dont le volume est important, qui est bien différencié et qui va pouvoir générer beaucoup de petits lymphocytes T différents. Vous allez donc retrouver en périphérie un grand nombre de cellules et relativement peu de cellules mémoire proportionnellement. Par contre, dans un organisme âgé, la moelle osseuse produit moins de cellules souches. Ces cellules souches, déjà moins nombreuses, vont arriver dans un thymus rétréci et qui a perdu en grande partie sa fonctionnalité. Sa trame est moins bien différenciée. Il va donc y avoir une thymopoïèse que l'on peut appeler défective, qui va produire moins de petits nouveaux lymphocytes T matures, et vous allez avoir en périphérie beaucoup moins de petits lymphocytes T naïfs et proportionnellement beaucoup plus de cellules mémoire. Qu'appelle-t-on maintenant l'immunosénescence au sens large? Eh bien, on parle du processus physiologique de détérioration du système immunitaire chez les seniors. En fait, certains préfèrent parler, plutôt que de détérioration, de remodelage, c'est-à-dire d'une modification de l'équilibre en périphérie et de la capacité de réponse. Ceci se marque très brièvement par une diminution légère des CD3, donc des lymphocytes T, une modification du ratio entre les CD4 et les CD8, il y a une diminution des CD4 par rapport aux CD8, une diminution donc des cellules naïves et une diminution de la longueur des télomères. Je vais revenir sur cet aspect particulier dans la diapositive suivante. On observe également une augmentation de ce qu'on appelle l'oligoclonalité. L'oligoclonalité, c'est le fait d'avoir peu de clones différents. Donc chaque clone représente un élément de la diversité du répertoire et avec l'âge, avec l'immunosénescence, ce répertoire va voir diminuer sa diversité. On a donc une augmentation du nombre de cellules mémoire et une augmentation de la concentration en interleukine 6. L'interleukine 6, c'est une molécule de signalisation du système immunitaire qui est généralement considéré comme le meilleur marqueur d'un état inflammatoire. Les télomères, un mot d'explication. Les télomères, ce sont des fragments répétitifs d'ADN qui sont situés à l'extrémité des chromosomes, ici représentés en rouge. Ils ont été l'occasion pour Elizabeth Blackburn et Carol Greider de recevoir le prix Nobel de médecine en 2009, car elles ont travaillé pendant une trentaine d'années sur l'explication des mécanismes qui régulaient la longueur de ces télomères. En effet, ces télomères, à chaque division de la cellule, vont perdre quelques-uns de leurs fragments et donc vont se raccourcir. Après une quarantaine de divisions, c'est une estimation, on estime que ces télomères sont devenus tellement courts que la cellule ne peut plus se diviser plus avant. La cellule souffre donc de ce qu'on appelle la sénescence réplicative. Elle peut rester vivante, mais elle ne pourra plus jamais donner de cellules filles. Et le raccourcissement de ces télomères est un mécanisme qui participe de l'immunosénescence, puisque les cellules étant activées par des antigènes vont se diviser tant qu'elles le peuvent, mais à un moment, leurs télomères seront devenus tellement courts qu'elles ne pourront plus se diviser et donner de nouvelles cellules filles. Nous avons ici mesuré la longueur de ces télomères entre un groupe de personnes jeunes,
d'environ 35 ans et un groupe de personnes âgées de 82 ans de moyenne. Vous pouvez constater qu'en effet, la longueur des télomères dans les cellules sanguines raccourcit de façon significative entre ces deux groupes. Une autre expérience a été réalisée en suivant une population qui va de 20 ans à 103 ans et nous avons observé une régression linéaire qui montre que tout au cours de la vie, il y a une diminution, un raccourcissement des télomères dans les cellules sanguines, ce qui est un des facteurs pouvant expliquer l'immunosénescence. D'autre part, nous avons pu confirmer dans les mêmes groupes qu'entre des personnes jeunes et des personnes âgées, la proportion de lymphocytes T, donc dite CD3, dans le sang, diminue avec l'âge. Alors, décrire l'immunosénescence au niveau du système immunitaire, c'est intéressant, mais nous sommes chez l'humain et nous travaillons ici dans le cadre de la faculté de médecine. Quelles sont les conséquences sur la santé de cette immunosénescence? Eh bien, la plupart des auteurs sont tout à fait d'accord, il y a une plus grande susceptibilité aux infections dans un mécanisme âgé, dans un organisme âgé. Il y a une moins grande efficacité de la vaccination, particulièrement contre la grippe. On considère qu'elle passe de 95% chez un sujet jeune à 60% dans une population de plus de 60 ans. Or, c'est la population qui est le plus particulièrement visée par la grippe et qui risque le plus de souffrir d'effets secondaires. On observe généralement une diminution de l'immunité antitumorale. L'immunosénescence est parfois spécifiquement associée à ce qu'on appelle la fragilité du grand âge. Et enfin, là c'est plus controversé, cela dépend des auteurs et cela dépend des maladies que l'on observe, on observe une augmentation des maladies auto-immunes. Pourquoi est-ce que certains phénomènes sont controversés et qu'est-ce qui explique finalement la difficulté d'étudier l'immunosénescence? Eh bien, dans les études sur l'immunosénescence, chez l'humain, il y a deux biais majeurs qui sont couramment rencontrés. L'un est couramment cité par le professeur Graham Pawelek, qui est un grand nom dans l'étude de l'immunosénescence, et il constate que la majorité des études sur l'immunosénescence est dite horizontale, c'est-à-dire que l'on va comparer un groupe de personnes jeunes à un groupe de personnes âgées, et non longitudinale, où l'on comparerait l'évolution du mécanisme de l'organisme au cours du temps. Ceci s'explique assez aisément chez l'humain, puisque la durée d'une vie humaine étant de 80 ans, imaginez la longueur d'une telle étude longitudinale. Il y a quand même néanmoins une petite poignée de telles études qui ont été réalisées, essentiellement chez des personnes qui ont plus de 60 ans et dont on a continué à suivre l'évolution. Le problème des études classiques qui comparent un groupe jeune à un groupe âgé, c'est qu'elles sont horizontales et donc elles ne prennent absolument pas en compte l'historique du sujet. Quelqu'un de 80 ans aujourd'hui n'a pas du tout le même historique immunitaire de quelqu'un de 30 ans aujourd'hui. Un autre grand biais dans les études, c'est ce que l'on appelle le paradoxe du survivant. Celui-là est souvent repris par le professeur Claudio Franceschi, célèbre pour toutes ses études sur des centenaires en Sardaigne. Et Claudio Franceschi constate lui-même qu'il a publié des dizaines de papiers sur les centenaires, sans jamais que ces études aient pu être reproduites ailleurs dans le monde. Le problème, c'est que le paradoxe du survivant fait que vous allez étudier une population particulière, qui est très ciblée, qui est celle des gens qui ont survécu à toutes les agressions que le système immunitaire aurait pu combattre. Donc finalement, ce que vous observez, ce n'est pas un système immunitaire normal, ce sont les super centenaires qui ont réussi à résister aux agressions. Et bien entendu, vous ne l'allez pas retrouver de telles populations partout dans le monde, et vous faites des observations qui n'ont pas de comparaison. Néanmoins, ces deux professeurs, et j'ai pris ça comme exemple, ont fait des travaux particulièrement intéressants
Graham Pawelek a notamment participé aux études qui ont permis de définir ce qu'on appelle un profil de risque de mort ou un profil de risque immunitaire. Il y a certains éléments dans le système immunitaire sénescent qui permettent de prédire un grand risque de mortalité à 2 ans. Cela se présente chez une population qui a plus de 85 ans, et cette étude a été une étude longitudinale, dont, en tout cas au sens de Pawelek, plus fiable que les études horizontales. Quels sont ces éléments? L'un est notamment particulièrement facile à comprendre et à étudier, c'est le ratio des cellules CD4, donc les cellules T auxiliaires, sur les cellules T CD8. Chez les personnes jeunes, ce ratio est généralement supérieur à 1,5. Vous avez plus de cellules CD4 que de cellules CD8. Par contre, chez les personnes âgées, si vous atteignez, ce ratio diminue, et si vous atteignez un ratio inférieur à 1,2, eh bien vous êtes dans le profil de risque humain. Ceci se produit généralement parce que vos cellules T CD8 vont s'accumuler, mais à un moment, le fait d'avoir un équilibre entre les CD4 et CD8 devient un facteur de risque. Alors l'explication donnée par Graham Pawelek, c'est que les stimulations répétées par un même pathogène, rappelez-vous que les cellules mémoire se forment et prolifèrent chaque fois qu'elles rencontrent un même pathogène, peuvent conduire à la prolifération de certains clones. Graham Pawelek cite particulièrement le cytomégalovirus qui conduit à la prolifération de certains clones CD8. Ce qui se passe, c'est que finalement, vous avez beaucoup de cellules filles venant d'une seule cellule qui sont capables de réagir contre un type de virus. Malheureusement, ils finissent par occuper tout l'espace qu'a le système immunitaire et vous devenez incapable de répondre à de nouveaux pathogènes. Donc la conséquence de ces stimulations, c'est une diminution de la diversité du répertoire immunitaire. Et quand un organisme âgé va être agressé par un pathogène qu'il n'a jamais rencontré, eh bien, il n'a tout simplement plus les cellules naïves ou plus en quantité suffisante pour pouvoir y répondre. Un autre point intéressant de l'immunosénescence qui a été étudié par Claude Franceschi, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique de la personne âgée. J'ai donc cité tout à l'heure l'interleukine 6 comme étant un marqueur de l'immunosénescence. Souvent, les personnes âgées sont considérées comme présentant une inflammation chronique. Pour Claudio Franceschi et ses études sur les super-centenaires, sur les personnes ayant survécu, il y a en effet chez la personne âgée de nombreux facteurs pro-inflammatoires en quantité élevée. On retrouve l'interleukine 6, mais également le CRP, et ceci peut donner un vieillissement déficient, vieillissement qui ne se passe pas bien. Mais ce qui est important, c'est de voir si ces facteurs pro-inflammatoires sont en équilibre avec des facteurs anti-inflammatoires. Et c'est ce qu'il a retrouvé chez sa population de super-centenaires, où notamment il y a des taux élevés de cortisol et d'autres molécules qui combattent l'inflammation. Ce qui est important, ce n'est donc pas tellement le fait d'avoir un état d'inflammation chronique, mais le fait d'avoir de nombreux facteurs anti-inflammatoires qui permettent à ce moment-là de retrouver un équilibre et d'avoir une survie à long terme. Du point de vue du thymus, puisque c'est quand même le sujet de la conférence d'aujourd'hui et pas l'immunosénescence en général, il y a une difficulté supplémentaire à observer quels sont les phénomènes qui se passent pendant l'évolution du thymus. Si la moelle osseuse et le système périphérique sont d'un accès relativement facile chez l'homme et peuvent donc être assez aisément étudiés, le thymus, lui, est un objet de passage, un lieu de passage, et donc c'est un peu, vous n'aurez qu'un instantané d'une situation en mouvement et en variation perpétuelle. D'autre part, de par sa localisation, le thymus est également d'un accès malaisé pour le chercheur. À part dans des opérations cardiaques où l'on enlevait avant tout le thymus, maintenant seulement un fragment, vous allez avoir du mal
chez une population courante à faire des prélèvements de thymus, surtout par rapport à un prélèvement sanguin. Je dis que cette observation était malaisée et difficile, c'était le cas en tout cas jusqu'en 1998. C'est donc relativement récent, mais c'est cette année-là qu'un chercheur qui voulait suivre l'évolution du système immunitaire de patients qui avaient été infectés par le virus du sida, le HIV, a développé un outil que l'on appelle la mesure des TREC. Il a développé cet outil parce qu'il voulait voir quelle était l'influence du thymus dans la récupération de ces patients, la récupération du système immunitaire de ces patients qui avaient commencé à bénéficier à cette époque de la thérapie antirétrovirale, ce qu'on a appelé la trithérapie. Et il a pu montrer que le thymus contribuait à la récupération du système immunitaire des patients qui bénéficiaient d'une thérapie antirétrovirale. Il a pu faire cela car il a développé un outil qu'on appelle les TREC. Là, je vais devoir être un peu technique. Donc, le professeur Guénel, les TREC, c'est un nom un peu barbare, cela consiste en fait en cercle d'excision lié à la recombinaison du récepteur à l'antigène. Le professeur Guénel vous a brièvement décrit la génération de la diversité du répertoire. Donc, vous avez un grand nombre de fragments de gènes qui, grâce aux enzymes RAG1 et RAG2, vont être accolés pour donner finalement un gène fonctionnel capable de générer un récepteur. Ce dont il ne vous a pas parlé, c'est qu'une des conséquences de cette découpe du génome va être que le morceau enlevé va se retrouver sous la forme d'un cercle d'excision. Et ce cercle d'excision, donc ceci c'est ceci, il va rester dans la cellule, il va être persistant et il ne va pas être dupliqué lors de la division cellulaire. Mais ce cercle, on peut le mesurer. Alors je dis un TREC unique quand il s'agit d'un TREC terminal, ce qu'on appelle le signal gendre, le SJ-TREC. Il existe en fait plusieurs TREC. Il existe des TREC, puisque la chaîne du récepteur à antigène, puisqu'il y a deux chaînes du récepteur à antigène. Il y a d'abord la chaîne bêta qui va former un bêta-TREC, puis il y a l'excision du SJ-TREC et finalement des excisions alpha mais qui ne sont pas étudiées car elles sont trop diverses. L'intérêt d'avoir un TREC qui se forme à la fin et un TREC au début est expliqué sur la diapositive suivante. Si vous avez au départ un bêta-TREC qui se forme dans une cellule, vous pouvez avoir ou non prolifération dans le thymus. Si vous n'avez pas de prolifération, ce TREC est persistant, et puis vous allez avoir la formation du SJ-TREC et le départ vers la périphérie. Vous aurez donc une cellule unique qui apparaît en périphérie en portant à la fois un SJ-TREC et un bêta-TREC. Si par contre la cellule qui rentre dans le thymus va proliférer après avoir formé son bêta-TREC, comme celui-ci n'est pas dupliqué, vous allez avoir un grand nombre de cellules filles dont l'une conserve en héritage le bêta-TREC. Et puis vous allez avoir formation des SJ-TREC et départ vers la périphérie, et vous avez cette fois-ci un grand nombre de SJ-TREC par rapport au bêta-TREC. Si vous avez de la prolifération en périphérie, ces deux formes de TREC vont elles-mêmes être diluées dans les cellules filles. C'est-à-dire que vous aurez une cellule mère qui gardera son TREC parmi plusieurs cellules filles qui ne l'ont plus. Et tout cela, on peut le mesurer à partir d'une prise de sang. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est que pour la première fois en 98, à partir d'une simple prise de sang et en mesurant les TREC, on sait, en mesurant le nombre de SJ-TREC par rapport au nombre de cellules ou le ratio des SJ sur les bêta-TREC, ce qui s'est passé dans le thymus et combien de cellules nouvelles le thymus a exporté. Alors nous avons utilisé cet outil déjà en 2003 pour mesurer l'évolution au cours du temps, cette fois-ci, pas chez des patients HIV, mais simplement en fonction de l'âge des SJ-TREC. Et vous pouvez voir qu'en fait, le nombre de TREC suit
une courbe de décroissance exponentielle. Néanmoins, on peut voir que, encore à 40 ou 50 ans, vous avez certains individus qui présentent un nombre de traits importants, ce qui montre que leur thymus continue à fonctionner et à alimenter le système immunitaire en périphérie avec de nouvelles cellules naïves sortant du thymus. Par contre, c'est vrai qu'au-delà de 60 ans, votre thymus, finalement, est généralement incapable de continuer à alimenter le système immunitaire. Si donc le thymus évolue avec l'âge, mais que sa fonction est de contribuer à l'équilibre, à l'homéostasie du système immunitaire, et que l'immunosénescence, dont l'évolution du thymus est une des causes, provoque des problèmes de santé, la question que la plupart des chercheurs se posent, c'est: peut-on régénérer le thymus? Et là, je vais vous présenter les travaux de quelques-uns de nos collègues qui ont cherché des solutions. Et ces solutions rejoignent en partie la première partie de l'exposé sur le caractère des relations endocrino-immunitaires, les relations entre le système endocrinien, les hormones et le système immunitaire. La première personne dont je vais parler, c'est le professeur Richard Boyd de l'université de Monash en Australie, qui a beaucoup travaillé sur l'effet des hormones sexuelles. La deuxième personne, c'est Richard Aspinall de l'université d'East Anglia au Royaume-Uni, qui lui a travaillé sur l'interleukine 7. Enfin, je voudrais vous parler de l'hormone de croissance qui a été testé chez l'humain par Mike McCune en Californie, dont l'effet a beaucoup été exploré par Wilson Savino au Brésil, et enfin, que nous avons nous-mêmes, sur lequel nous avons nous-mêmes beaucoup travaillé depuis maintenant une dizaine d'années. Pour Richard Boyd, qui avait certainement lu les travaux d'Auguste Hamar déjà présentés par Vincent Guénen, la castration régénère le thymus. En effet, il a travaillé sur des souris mâles, âgées, dont qu'il a castré et il a observé l'évolution du thymus. Alors vous avez ici le thymus d'un souris de 2 mois, donc vous voyez qu'il a un volume tout est à la même échelle, donc son volume est relativement important, et il présente une structure bien différenciée. Le thymus pris chez une souris mâle de 2 ans est réduit à un minuscule fragment, et ce n'est peut-être pas très distinct pour les non-spécialistes, mais il y a beaucoup de tissu adipeux, finalement il ne reste très peu de structure originelle du thymus. 2 semaines après avoir castré une souris de 2 ans, vous pouvez voir que le thymus a grandi de façon quasi équivalente à celle d'un souris jeune, et de plus, il a retrouvé une structure. Donc ces résultats sont tout à fait spectaculaires. Le problème, c'est que l'application chez l'homme pose quand même pas mal de soucis, parce que même à 60 ans, au moment où ça peut être bénéfique, la régénération après castration reste un choix cornélien. Peut-être plus simple, en tout cas à appliquer, Richard Aspinall, lui, est le grand spécialiste de l'interleukine 7. L'interleukine 7, c'est une autre cytokine de communication du système immunitaire, et elle est particulièrement intéressante puisque c'est elle qui va stimuler la production des enzymes RAC1 et RAC2. Donc en gros, l'interleukine 7 provoque la diversité du répertoire. Richard Aspinall s'est posé le même genre de questions. Chez des souris âgées, si je leur donne de l'interleukine 7, est-ce que je peux régénérer le système immunitaire? Et il a pu observer que, en effet, le nombre de TREC qui se mesure chez la souris comme chez l'humain pouvait être grandement augmenté en périphérie si l'on traitait les souris âgées par de l'interleukine 7. Donc vous avez plus qu'un doublement ici du nombre de TREC en périphérie chez les souris traitées par l'interleukine 7. Peut-être plus intéressant encore, si vous prélevez les lymphocytes des souris et que vous les stimulez in vitro, chez des souris âgées, vous allez avoir en blanc non stimulé, en noir stimulé, finalement très peu, voire pas du tout de différence.
Si vous avez donné de l'interleukine 7 à ces souris avant de prélever leur lymphocytes, vous retrouvez une capacité de prolifération en périphérie in vitro des lymphocytes qui est tout à fait nette. Je n'ai pas ici la comparaison avec des souris jeunes, mais cette capacité de prolifération est très nette. Néanmoins, il a pu constater que, curieusement, in vitro, il y avait peu de variations après le traitement par l'interleukine 7 dans les proportions des populations. Donc, ce n'est pas un traitement absolu, mais il a des aspects positifs. Je n'ai pas encore vu d'études où il avait testé face à des infections ou à des traitements, des challenges immunitaires, ces souris traitées par de l'interleukine 7. L'AGH, c'est l'hormone de croissance. Donc, GH signifie grosse hormone, et cet acronyme est couramment utilisé, même en français. Mike McCune a travaillé sur les patients infectés par le HIV. Donc, à la suite des travaux de Dweck, on avait pu montrer que le thymus permettait une meilleure récupération du système immunitaire après la thérapie antirétrovirale. Mike McCune a voulu voir si l'hormone de croissance, qu'il suspectait par d'autres voies d'être capable d'agir sur le thymus, permettait de récupérer la fonction thymique chez des patients infectés chez le HIV. Et il a pu montrer, donc vous avez ici de la résonance magnétique, de l'imagerie par résonance magnétique, que au moment du début du traitement antirétroviral, vous aviez chez les patients, vous pouvez peut-être le distinguer, mais en gris c'est du tissu fibreux, quasiment plus de thymus. Ce sont des patients soumis au HIV, on n'est plus chez les enfants, on est rarement chez les personnes de plus de 60 ans, on est chez l'adulte. Je n'ai pas l'âge précis, mais on est probablement vers 30-40 ans. 6 mois après le traitement par hormone de croissance de ces patients, eh bien, on peut observer que la masse du thymus a fortement augmenté et que le tissu adipeux qui est marqué par un côté un peu granuleux a quasiment disparu. De plus, il a pu étudier le système immunitaire de ces patients et montrer que, avec la GH, leur nombre de TREC en périphérie et leur nombre de CD4 est récupéré plus rapidement que ceux qui n'étaient pas traités par l'hormone de croissance. Wilson Savino, lui, a beaucoup plus travaillé sur les mécanismes d'action et il a pu montrer que l'hormone de croissance augmentait un certain nombre de facteurs bénéfiques dans le thymus, ici la laminine et la kénocline liant 12, qui sont des facteurs attirant les jeunes thymocytes, les jeunes cellules prêtées dans le thymus. Alors, de nouveau, un peu de cours académique, qu'est-ce que l'hormone de croissance? L'hormone de croissance, c'est une hormone qui est produite dans l'axe antérieur de l'hypophyse, sous la dépendance positive du facteur de relargage de l'hormone de croissance, produit dans l'hypothalamus, et de la somatostatine qui est également produite. L'hormone de croissance va agir essentiellement au niveau du foie, mais elle a également un effet direct sur toute une série d'organes, et notamment le thymus, dans lequel on trouve des récepteurs à cette hormone. Elle agit sur le foie en lui faisant produire de l'IGF-1, la petite cousine de l'IGF-2 dont vous a parlé le professeur Guénel. Il s'agit donc d'une hormone également qui va agir elle-même sur différents organes et exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle en diminuant la production de GH, soit directement, soit en agissant sur le GHRH. Quels sont les effets de la GH avec l'IGF-1? Eh bien, la GH va être une hormone hyperglycémiante et provoquer une lipolyse des graisses. L'IGF-1 est principalement responsable de la croissance des œufs et des tissus, mais également de la fabrication des protéines, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'anabolisme. Nous avons étudié déjà en 2005, l'article est paru en 2009, quel était, dans une population de patients déficients en hormones de croissance,
l'état du système immunitaire. Pour ce faire, nous avons demandé à ces patients qui étaient donc déficients en hormones de croissance, des patients adultes, qui recevaient tous les jours de l'hormone de croissance par injection, nous leur avons demandé d'arrêter leur traitement. Donc c'est le without GH. Et puis, après un mois, nous leur avons dit, reprenez votre traitement, et nous allons faire les prises de sang avant d'arrêter, après un mois d'arrêt, et après un mois de reprise. Alors, nous avons mesuré leur IGF-1, ce qui montre qu'ils avaient bien arrêté leur hormone de croissance, leur IGF-1 diminue. Un mois après l'avoir repris, elle revient quasiment à un niveau normal. Dans les mêmes échantillons, nous avons mesuré les TREC, donc le marqueur de la thymopoïèse de l'export thymique. Et vous pouvez voir, ça nous avons été particulièrement intéressés par ce résultat, parce que sur 20 sujets, c'est rare d'avoir un effet aussi unanime, une diminution des TREC un mois après l'arrêt de l'hormone de croissance, et une remontée quasi au niveau original un mois après avoir repris de l'hormone de croissance. De plus, les TREC étaient corrélés à l'IGF-1. Donc ceci, c'est un article qui a été publié dans le journal PLOS ONE, et c'est quand même un indice très fort que l'hormone de croissance peut avoir un effet sur la thymopoïèse. À peu près à la même époque, avec des collègues, le regretté professeur Olivier Toussaint de Namur et les professeurs Christian Swin et Marie de Saint-Hubert à l'UCL, nous avions lancé une étude pour voir si l'immunosénescence pouvait être un marqueur de la fragilité des seniors. La fragilité des seniors, c'est le fait qu'une personne âgée, deux personnes âgées apparemment dans le même état, l'une va très bien résister à une pathologie quelconque, l'autre, face à la même pathologie, va voir son état de santé décliner rapidement. Et nous avons donc étudié 30 personnes jeunes, 30 seniors en bonne santé, et puis différentes pathologies fréquentes chez les seniors. Et nous avons regardé 6 mois après comment ces personnes avaient évolué. À chaque fois, nous avons fait des prises de sang, et nous avons étudié plus de 600 paramètres dans tous ces échantillons. C'est une étude qui a coûté 4 millions d'euros, financée par la région wallonne. Le fait intéressant, c'est que le seul biomarqueur à la fin de cette étude qui était significativement associé à la fragilité, donc un moins bon pourcentage de récupération, était l'interleukine 6 élevé. On retrouve ce facteur pro-inflammatoire, l'IGF-1 basse, donc le médiateur de l'hormone de croissance, et les SJ-TREC bas, c'est-à-dire une mauvaise fonction thymique. Tout cela fait que nous avons poursuivi nos études, maintenant non plus chez l'humain, mais là où on peut agir plus directement sur le système immunitaire, c'est-à-dire chez l'animal, en exploitant un modèle de souris GHRH-KO, qui nous a été fourni par le professeur Roberto Salvatori, qui avait créé ces souris à l'Institut Johns Hopkins. Ces souris sont déficientes en GHRH, forcément on leur a ôté ce gène, mais donc également en GH et en IGF-1. De fait, elles sont naines par rapport à leur contrepartie sauvage, mais elles ont des fonctions corporelles normales, des cellules somatotropes intactes, l'aspect cellulaire n'est pas touché, et on peut de plus compenser en ajoutant des hormones les déficits observés. C'est-à-dire qu'on peut ajouter soit de la GHRH, soit de la GH, soit de l'IGF-1, et on finit par retrouver des souris qui ont une taille relativement normale, alors qu'elles sont naines si on ne leur donne pas d'hormones. Alors pendant 4 ans, une de nos étudiantes a étudié le système immunitaire de ces souris, et elle a fait 4 ans d'efforts pour constater qu'il y avait peu ou pas d'effet de la déficience en GH dans ce modèle sur le système immunitaire T. Elle n'a pas vu d'effet sur les lymphocytes T et sur le thymus. Par contre, elle a vu une atrophie sévère de la rate et une relative lymphopénie B. Donc du coup, nous sommes là sortis du thymus et nous avons voulu tester une expérience de vaccination T indépendante. Je rappelle que le lymphocyte T, c'est pour lymphocytes venant du thymus. Donc une vaccination T indépendante ne met pas en œuvre les lymphocytes T qui sortent du thymus. La présence de cellules T n'est pas nécessaire à la réponse vaccinale. Le meilleur modèle que nous ayons trouvé pour ces vaccins, c'est les vaccins contre le pneumocoque qui présentent l'avantage d'être une pathologie fréquente chez les personnes âgées, souvent déficientes en GH.
Et vous pouvez voir sur cette diapositive, le rouge, ce sont les souris déficientes, le noir, ce sont les souris sauvages. Les souris sauvages sont parfaitement capables de monter une réponse vaccinale, mesurée ici en taux d'immunoglobuline, après vaccination. Par contre, même après 5 semaines, aucune souris déficiente en GH n'a pu monter de réponse vaccinale. Qu'avons-nous fait? Nous avons injecté, puisque nous pouvons compenser les déficits, nos souris avec de l'hormone de croissance. Et dans le cas du vaccin dit Pneumovax, ces souris ont retrouvé la capacité de monter une réponse vaccinale. Par contre, là, nous sommes en train de chercher l'explication. Par rapport au second vaccin testé, ces souris n'ont pas pu retrouver une réponse vaccinale. Après avoir testé le vaccin, nous testons la bactérie elle-même, le pneumocoque, et nous avons injecté nos souris, nous avons infecté nos souris par respiration intranasale avec une souche de bactéries de pneumocoque auxquelles ces souris sont susceptibles. Les souris noires sont de nouveau les wild type, donc les sauvages, pardon. La dose est sous-létale et à 24 heures, en tout cas à 48 heures, toutes les souris sauvages se sont débarrassées de la bactérie. Elles ont un système immunitaire en bon état qui leur permet de répondre à l'infection. On ne retrouve pas de bactéries dans leurs poumons. Dans les souris GHR-HKO, toutes les souris... Oups. Ah, ça. Petit souci inattendu, j'arrive à la fin. On va mettre en projection. Là. Voilà. Vous êtes sur ça. Voilà. Merci. Voilà. Donc toutes les souris montrent encore la présence de bactéries dans leur corps. Peut-être encore plus frappant, ceci montre la septicémie, la dispersion des bactéries dans l'organisme. Chez les souris sauvages, puisqu'elles se débarrassent toutes de l'infection en 24 heures, aucune septicémie n'est montrée. Par contre, chez les souris déficientes en GH, à 6 heures, il n'y a pas encore de septicémie, mais très rapidement, on va voir apparaître la septicémie dans tous les individus qui ont été affectés. Et cela va d'ailleurs devoir conduire à leur sacrifice, puisque ces souris sont réellement en souffrance. En conclusion, j'ai essayé de rester très court, même si j'ai un peu dépassé. On peut dire que depuis l'Antiquité, l'évolution du thymus avec l'âge a été constatée. Que cette diminution de la fonction du thymus est une des causes importantes de l'immunosénescence, puisqu'elle empêche le système immunitaire d'être renouvelé en cellules naïves capables de répondre à de nouvelles infections. Et enfin, la régénération du thymus pourrait améliorer la réponse vaccinale et la résistance aux infections des seniors. Et c'est sur ce point que nous sommes en train de travailler pour le moment avec notre doctorant Khalil Farhad. Je remercie tout notre groupe, également Francis Baron et Yves Béguin d'hématologie qui ont également travaillé avec le modèle des souris déficientes en GH, le regretté professeur Toussaint et François Chéniaud de l'Université de Namur avec qui nous avons lancé l'étude du système immunitaire des seniors, et également Christian Swin et Marie Saint-Hubert de l'UCL qui ont travaillé sur ces programmes. Et enfin, je remercie les nombreux organismes qui nous ont financés au cours de ces 10 à 15 dernières années et qui nous ont permis de mener ces recherches. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. J'ai débordé, mais non, pas trop. On a jusqu'à 8 heures. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, monsieur Miller. Ce qui me frappe dans vos exposés sur Superbot, ce qui me frappe, c'est que vous utilisez beaucoup de souris. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser des sphéroïdes à la place? Est-ce que... Non, François. Non, parce que, et en plus, soyons clairs, c'est vraiment de la physiologie quand on fait. C'est pas de la biologie moléculaire ou de la biologie unicellulaire.
on est dans des interactions systémiques. Bien sûr, on s'est intéressé, je dirais, en profondeur dans la fonction du thymus. Et le jour où on pourra peut-être faire un thymus artificiel, fabriquer un thymus artificiel in vitro. Des oreilles artificielles. Oui, oui, et ça commence. Hein. Il y a 2 équipes qui ont publié les cellules souches épithéliales thymiques primaires. Donc, ils sont parvenus, à partir de cellules pluripotentes, à induire des cellules épithéliales thymiques. Et je pense que là, il y a une voie d'avenir pour la régénération cellulaire du thymus. Ça, c'est sûr. Vous avez parlé de la régénération du thymus. Mais qu'est-ce qui fait que le thymus dégrabote? Moi, je suis très d'appréhension. L'appréhension, donc ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que est-ce que ce sont des invaginations lipides qui pénètrent dans le thymus? Vous avez dit que l'hormone de croissance favorise la lipolyse. Donc l'inverse. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs, donc j'ai cité les études de Mike McCune avec des patients HIV. S'ils étaient intéressés à l'AGH, c'est pas à cause du HIV, c'est pas à cause du virus, c'est parce que les traitements antirétroviraux provoquaient une diminution de la fonction de l'hypophyse, donc une diminution de la production d'hormones de croissance et une augmentation de la masse grasse. Et donc la conjonction de ces 2 faits fait qu'il s'est dit, de toute façon, je ne peux pas faire de mal à ces patients en leur donnant de l'hormone de croissance puisqu'ils sont en déficit, et d'autre part, l'effet secondaire de l'hormone de croissance sur le corps, ce sera, que leur masse de corps sec va s'améliorer, qu'ils auront moins l'accumulation de graisse. Finalement, on peut dire que l'effet sur le thymus, c'est presque un effet secondaire inattendu et bénéfique de l'adjonction d'hormones de croissance. Maintenant, au niveau général, systémique, l'évolution du thymus, le fait que ça diminue à la puberté, c'est une réalité. Et là, ce sont les études de Richard Boyd qui a montré que notamment l'effet des androgènes est tout à fait néfaste pour la structure du thymus. Les cellules, notamment pré-lymphocytes, sont très sensibles aux stéroïdes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que le stress, et le stress est un facteur très négatif pour le thymus. Je suis une personne très stressée et j'ai peu de traits, par exemple, par rapport à mon âge, mais c'est quelque chose qui s'accumule avec l'âge. Les stress aigus peuvent être bénéfiques, on sait qu'un stress chronique va être très négatif dans dans le maintien de la fonction du système immunitaire. Je ne sais pas si Vincent a quelque chose de plus sur l'évolution. Oui, monsieur. Mais quel a été le devenir de gens jeunes à qui on aurait enlevé? Quel a été le devenir? Oui, ça c'est une question extrêmement intéressante. On a enlevé le thymus dans les années où on se disait on l'enlève. Oui, oui. Donc, a priori, je suis quasiment certain qu'il n'y a jamais eu d'études longitudinales, comme on parlait. Là, on enlève le thymus à un enfant et on voit dans la suite de la vie si éventuellement il y a une augmentation des phénomènes auto-immuns. Ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Et il faut se rappeler que vous avez une maladie congénitale qu'on appelle le syndrome de Di-George, vous naissez sans thymus, vous êtes en immunodéficience complète. Si par contre vous avez un enfant qui a 2-3 ans, et comme Henri l'a rappelé, les chirurgiens cardiovasculaires ont enlevé le thymus des enfants parce que ça les gênait dans leur champ opératoire. Mais après cela, on n'étudie pas le système immunitaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'immunodéficience, ce qu'on verrait, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a eu un programme européen entre 2004 et 2009, Eurotinel, et dans le cadre de ce programme européen, on est passé devant un conseil international européen de bioéthique et est sorti une directive, un décret européen disant qu'en chirurgie cardiaque, on ne pouvait plus enlever tout le thymus, mais un lobe, pas plus qu'un lobe. Parce qu'on estime que c'est quand même une chance supplémentaire de garder. Et ça, toutes les études l'ont montré, notamment les TREC. Si vous enlevez le thymus d'un enfant à 3 ans, après les TREC, on ne les voit plus, c'est fini. Donc il y a quand même une impossibilité de régénérer un répertoire complet, on
quelque part, on pourrait dire que c'est un répertoire de petits vieux. Et donc, on n'a jamais étudié de manière approfondie. Jamais. Et c'est dommage, parce que je crois que ça serait intéressant. L'autre question a été une des dernières diapositives que vous avez montrées, où il y a une réponse favorable au pneumovax et une réponse toute plate au Prevnar. Comment est-ce que vous expliquez Alors, ça, nous sommes... C'est du tout frais. Hein. On est vraiment là-dessus depuis 2 mois. La différence entre le pneumovax et le Prevnar, c'est que le pneumovax est un vaccin polysaccharidique. Donc c'est un vaccin TA-dépendant qui agit directement sur le lymphocyte B et qui fait intervenir en partie l'immunité innée dans la zone marginale de la rate. Pour le vaccin Prevnar, on a affaire à un vaccin conjugué, donc il est TA-dépendant dans le sens où il n'a pas besoin des T, mais les T vont quand même avoir un effet sur l'évolution de la réponse vaccinale. Et donc notre hypothèse pour le moment, c'est que le déficit en GH affecte essentiellement la zone marginale de la rate et finalement peu ou moins ce qu'on appelle la zone folliculaire. Donc on est en train de travailler là tout de suite, enfin tous les jours, en prenant des rates de ces souris, en isolant leurs cellules et en essayant de voir quelles sont les cellules qui ont un déficit. On peut penser aux macrophages, qui sont des cellules de l'immunité innée, mais qui participent à la présentation des antigènes. On peut penser aux lymphocytes B eux-mêmes, puisqu'on a une relative lymphopénie, donc une diminution des lymphocytes B. On peut penser à certains mécanismes, mais ça, on a à peu près maintenant éliminé l'hypothèse, de ce qu'on appelle l'immunité de la phase aiguë, comme des protéines du complément, qui sont des molécules qui vont attaquer les bactéries quand elles sont reconnues par le système immunitaire. Donc, le déficit affecte peut-être certains éléments du système immunitaire, mais il affecte peut-être certaines molécules de la phase aiguë qui sont produites par le foie. Et je rappelle que l'hormone de croissance agit d'abord sur le foie. Mais ça, on a pu montrer que normalement, les molécules de nos souris étaient équivalentes. Les molécules de la phase aiguë étaient équivalentes. Donc, pour le moment, on se dirige sur la zone marginale de la rate, qui expliquerait la différence réversible par la GH, alors que celles qui affectent la zone folliculaire ne le sont plus. Maintenant, pour avoir la zone folliculaire, généralement, il faut d'abord avoir la zone marginale. Donc, il y aura un déficit à plusieurs étapes, mais qui affecterait d'abord ce qu'on appelle la zone marginale. Souvent, quand on a présenté, quand Khalil Farhat, le doctorant, a présenté ses résultats, il a souvent la question, oui, mais alors, tous les enfants qui sont déficients en hormones de croissance ou les nains ont-ils une susceptibilité particulière au pneumocoque? Ça n'a jamais été rapporté, et a priori, il n'y en a pas. Il ne faut pas oublier ici que le déficit en GH est génétique. Il est présent pendant tout le développement embryonnaire. Et donc, s'il affecte vraiment la zone marginale de la rate, comme nous le pensons, lorsqu'il y aura un traitement par GH, peut-être qu'on pourra la restaurer, cette zone marginale. Mais bon, c'est fort différent. Il n'y a que 10% en Belgique des déficits en hormones de croissance qui sont d'origine génétique. Donc, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de déficits en GH, et donc 10% d'origine génétique, c'est fort faible. Mais peut-être que ce sont ces 10% génétiques qui ont un problème de susceptibilité. Il faudrait le savoir. Oui, monsieur. J'avais une question. Merci beaucoup pour la présentation. Éliminer les cellules, les fameuses cellules sénescentes, est-ce que jeûner fait partie, entre guillemets, de l'arsenal thérapeutique pour éliminer ces cellules? Parce qu'on entend parler de cliniques de jeûne, entre guillemets, pour éliminer ce genre de cellules, si vous voulez, les cellules sénescentes, qu'elles soient en rapport avec la pathologie clinique ou avec d'autres. Il ne faut pas éliminer les cellules sénescentes, hein. C'est la réserve finalement. Hein. Je crois qu'il ne faut pas les éliminer.
Mais ces cellules sénescentes n'induisent pas dans un second temps peut-être des mutations génétiques à l'origine de certains cancers? Je sais que j'ai un ami qui est directeur d'un énorme institut du vieillissement en Californie, le Buck Institute, qui travaille beaucoup sur ces effets du jeûne, justement, sur le prolongement de la vie, en fait, la manière de vivre plus longtemps. C'est quelque chose qui est bien connu. Ici, je n'ai aucune donnée ni chez nous, ni dans d'autres laboratoires, où on a étudié les effets de nutrition sur la fonction du thymus. Non, je ne sais pas. Disons, je peux peut-être placer simplement, le jeûne affecte, je ne l'ai pas montré, mais dans les hormones de l'axe somatotrope, vous avez une hormone qu'on appelle la gréline. Et on peut imaginer, et là je spécule, que la différence dans les régimes alimentaires affecte le système somatotrope et donc ait un effet par cette voie endocrine sur le système immunitaire. Mais je serais incapable de vous dire si c'est positif ou négatif. Parce que peut-être que vous allez, comme le dit Vincent, éliminer les cellules sénescentes, mais sans les remplacer par de nouvelles cellules. Alors là, vous faites pire que bien. Quand vous avez dit que le médecin italien ne retrouve pas les mêmes résultats chez d'autres personnes âgées, il est rapporté que les Japonais vivent très très longtemps, et il est un peu curieux qu'on n'ait pas retrouvé au Japon des résultats. On a trouvé des choses, mais pas les mêmes. Ah, C'est ça le paradoxe du survivant, c'est que chaque fois, vous avez sélection d'un petit pourcentage de la population qui a résisté à tout ce à quoi il a été confronté. Mais vous n'allez pas être confronté au Japon à la même chose qu'en Sardaigne, et puis vous n'avez peut-être pas exactement le même fond génétique au départ. Donc finalement, vous allez étudier une petite niche d'une population bien particulière qui ne reflète déjà pas la population globale du territoire et qui peut être complètement différente de celle qui est représentée ailleurs dans le monde. Le paradoxe sicilien. Oui. Mais un paradoxe avec la Sardaigne, c'est un des endroits où l'incidence du diabète de type 1 est aussi élevée que dans les pays scandinaves. Alors certains pensent d'une explication qu'il y a eu finalement un enrichissement insulaire de tous les gènes de prédisposition au diabète. Ce qui fait que l'incidence a augmenté par augmentation des gènes de susceptibilité au diabète. Maintenant, on ne retrouve pas ça pour la sclérose en plaques. Donc, voilà, parce que ce n'est pas une particularité du diabète de type 1. Il y a quand même une chose qui me chipote avec vos... Dommage qu'il n'y a plus d'éduc. Mais la castration stimule l'activité thymique. La régénération thymique, oui. Alors, comment se fait-il que chez les jeunes ils sont moins sujets aux maladies que vous avez citées suite à la déficience de l'activité thymique? Je ne comprends pas. Donc, on parle de la si vous castrez quelqu'un, oui. votre thymus fonctionne mieux. Chez la souris. On n'a jamais fait ça. Oui, mais bon. Non, mais c'est toujours difficile de passer d'un modèle animal à la situation chez l'homme. On n'a jamais fait de castration, à ma connaissance, on n'a jamais étudié les effets de la castration sur le volume thymique chez l'homme. Je crois que les conseils de bioéthique seraient relativement réticents à financer ce genre d'études. Il y a eu quand même quelques essais de castration chimique pour des motifs que l'on peut imaginer, où on a pu observer que le nombre de treks augmentait. Maintenant, bon, c'est une population incroyablement restreinte. Chez les femmes, pourquoi il n'y aurait pas de... Enfin, l'effet négatif des œstrogènes est beaucoup moins marqué. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant dans le thymus des personnes féminines, c'est qu'on connaît de longue date la prédisposition féminine à certaines maladies auto-immunes, notamment la thyroïde. Vous avez 9 femmes pour 1 homme. Et beaucoup de maladies auto-immunes, pas le diabète de type 1, mais les maladies auto-immunes, beaucoup de maladies auto-immunes ont ce dimorphisme sexuel.
Eh bien, on a montré, enfin, une équipe a montré, non, il y a deux équipes qui ont montré, que le gène R était contrôlé négativement par le stradiol. Donc, qui dit diminution de R, dit diminution de l'expression dans le thymus des antigènes tissulaires. Par contre, la testostérone augmentait l'expression de R dans le thymus. Et donc, pouvait constituer un frein supplémentaire contre une maladie auto-immune. Oui. Les primo-infections, les infections à Coxsackie, est-ce que c'est les mêmes qui donnent des myocardites? Oui. Myocardites à Coxsackie. C'est pas CDB4, mais c'est CDB1, oui, et CDB2, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer donc une atteinte des myocardites par continuité avec le thymus? Je pense que oui. Et alors, maintenant je ne me souviens plus très bien, il y a une myocardite auto-immune, et un groupe de Harvard a montré très clairement que dans ce groupe, dans le thymus de ce groupe-là, il y avait une diminution également importante de l'expression d'un auto-antigène impliqué dans la myocardite auto-immune. Tout à fait. Si. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour améliorer notre thymus. Je crois qu'il n'y a pas. Non, mais à votre âge, il n'y a pas de raison. Pour le moment, votre thymus est dans sa ligne de croisière, mais c'est vrai qu'à 60 ans, boum, l'activité va vraiment s'effondrer. Et c'est pour ça qu'on cherche un moyen le plus simple possible de régénérer le thymus, parce que nous sommes persuadés que ça renforcerait les défenses des personnes âgées contre les infections, ça améliorerait leur réponse aux vaccinations. Je pense que c'est vraiment une voie thérapeutique d'avenir, mais pour le moment, nous n'avons rien. Je n'oserais pas y penser à injecter des patients âgés avec de l'hormone de croissance et de l'IGF-1. Je ne le ferai pas. Il vous reste 10 ans environ. Comment? Il vous reste 10 ans environ. Moi, j'ai 60 ans. Oui, Ah, comment? Ça fait 3 semaines que le professeur Guénet voit son thymus diminuer. À vous entendre, il a déjà diminué. Oui. Mais, déjà, au XVIIIe siècle, alors qu'on disait que le thymus semblait disparaître très vite, et en tout cas à la puberté, il y avait déjà un Allemand qui s'appelait Waldenstein, qui a donné son nom d'ailleurs à des tissus d'Afrique de Waldenstein, avait dit, dans le thymus des cadavres de personnes âgées que j'autopsie, que je dissèque, je trouve des îlots de thymus dans la tête. Il avait dit à ce moment-là. Mais ils sont là tout dispersés. Voilà. A-t-il intérêt à manger du riz trop cru ou cuit? Non, par contre, là je vais vous donner un avis gastronomique. Si vous allez dans un restaurant, il y en a un ici tout près, la taverne du Passage, ils font d'excellents rivaux. Et si vous demandez des rivaux, il faut demander des rivaux de cœur. Parce que chez le veau, le thymus est disposé sur depuis la chaîne cervicale jusqu'au cœur. Et le meilleur riz de veau, c'est celui du cœur. Donc il faut demander le riz de veau de cœur. Vous croyez qu'on va vous servir ça à la taverne? Oui, il faut le demander. Ah, oui, ils sont obligés. Et comment saurons-nous que c'est des niveaux de cœur? Ça, vous ne saurez pas le dire. Demandez les deux en fait. Vous demandez le riz de votre cœur et le riz de votre cou, et là vous faites la différence. Non, ça ne sert à rien de manger de riz au Par contre, ce qui est quand même formidable aussi, c'est que le thymus, vous savez donc ces fameux enfants qui naissent sans thymus, c'est le syndrome de Guy-Georges. Comment pensez-vous qu'on les traite? Par vaccination. Hein? Par vaccination. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On fait une greffe de thymus. Et vous pouvez prendre n'importe quel thymus chez n'importe quelle personne, complètement allogénique, le thymus persistera. Aucun rejet. C'est pas si important de poser la même question. Le thymus persiste, donc il n'est pas immunosupprimé. Le thymus qu'on prélève chez un individu qui est totalement allogénique, vous le greffez, il persiste là. Il fait son rôle. Il existe des éponges
artificielle, polysiloxane, etc. Vous mettez là-dedans des cellules, des lymphocytes que vous avez immortalisées irréversiblement, et vous greffez. Et qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a aucun problème. Non, il faut un environnement cellulaire qui assure toute cette différenciation des lymphocytes T. Vous n'avez pas mis des lymphocytes allogéniques. Là, vous risquez alors d'avoir la greffe complète. Hein. Il faut que le système immunitaire de celui qui va recevoir le thymus, il faut que ces lymphocytes T soient éduqués dans le thymus. Notamment à tous ces antigènes du soir, dans votre bille, enfin je ne sais pas, votre matériel synthétique, vous n'aurez aucune éducation au soir. Aucune. Oui? J'ai une question, monsieur. Quand on a une myasthénie réfractaire qui dit au pas de timum, oui. On propose donc l'ablation oui. du thymus. Et moi je le ferai pas systématiquement. Je crois qu'il ne faut pas tenter un timum. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'organe qui est malade. Parce que ce thymus sans arrêt produit des lymphocytes T qui sont dirigés contre la plaque motrice neuromusculaire. Vous supprimez le thymus, vous arrêtez, malheureusement le mal est fait, mais vous arrêtez cette production en permanence de clones interdits. Merci. On va arrêter ici, je pense. Merci beaucoup, hein. Merci pour votre temps.